Monsieur le secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des inscriptions belles-lettres, Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers collègues Moufwene, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour la 4e édition de la chaire des mondes francophones. Créée en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, cette chaire a pour objectif de mieux faire connaître la recherche et l'enseignement de grandes personnalités de la francophonie qui, par leurs travaux, en illustrent la production scientifique et culturelle. L'enseignement dispensé sur la chaire assure ainsi une visibilité aux enjeux intellectuels de l'espace francophone à destination du monde académique et du grand public. Je remercie l'AUF et son directeur Slim Kalbous de leur soutien et je formule le vœu que cette collaboration puisse continuer à l'avenir. Cette année, la chaire des mondes francophones s'intéresse aux langues, à leurs évolutions et plus particulièrement aux langues créoles. La question de l'origine de la diversité des langues a intéressé l'humanité depuis fort longtemps. Il suffit d'évoquer le récit biblique de la tour de Babel, selon lequel la diversité des langues sera le résultat d'une punition divine, sanctionnant une humanité qui avait voulu envahir l'espace des dieux. Faut-il alors rêver d'une langue unique, rôle que, selon certains, devrait jouer aujourd'hui l'anglais? Mais en réalité, la diversité des langues et leur évolution font partie de l'histoire des humains. Comme le dit le 4e titulaire de la chaire, que je vous présenterai dans un instant, je le cite, « Les langues n'ont pas de vie indépendante de leurs locuteurs. Comme les virus, nous nous les transmettons d'une personne à l'autre, ou surtout, nous les apprenons des personnes avec lesquelles nous interagissons. » Il existe évidemment aussi un lien entre langue et histoire coloniale. Les parlers créoles se sont, pour leur part, développés dans les plantations d'esclaves, dans les colonies de peuplement. De nouvelles variétés du français ont aussi émergé parmi les colons. Tous ces nouveaux parlers coloniaux se sont autonomisés dès le début du XIXe siècle, en particulier après l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui, la question, et c'est justement aussi le sens de cette chaire, la question de l'avenir du français fait débat. Faut-il lutter, je regarde monsieur le secrétaire perpétuel et membre de l'Académie, faut-il lutter pour une langue française pure? Mais les emprunts à d'autres langues sont des signes justement d'adaptation et de vitalité plutôt que de menaces d'affaiblissement de la langue qui emprunte. Nous avons donc la grande chance d'avoir pu recruter pour nous aider à mieux saisir ces questions M. Salukoko Moufwene, professeur de linguistique à l'Université de Chicago et également professeur au département de Race, Diaspora and Indigeneity. Né en République démocratique du Congo, Salukoko Moufwene a fait ses études d'abord à l'Université nationale du Zaïre et ensuite à l'Université de Chicago, où il a obtenu son doctorat en 1979. Le professeur Moufwene a travaillé sur de nombreuses langues créoles à base française, anglaise, espagnole, sur les variétés du français parlé en Afrique subsaharienne. Très attentif aux variables sociologiques et historiques dans la genèse et dans le fonctionnement des langues créoles, le professeur Moufwene a toujours essayé, dans sa très vaste production scientifique, plus que 250 publications, de raccorder la créolistique à des questions d'un intérêt général, comme le problème de l'évolution du langage humain. Il a développé également une perspective écologique dans l'étude des langues en danger, soulignant explicitement un parallèle avec le travail du naturaliste qui étudie les facteurs qui causent la réduction de la biodiversité. Cette approche l'a amené à enquêter sur les conditions qui sous-tendent ou affectent la diversité des langues dans une même niche socio-économique, dans le contexte plus général d'une réflexion sur la vitalité des langues. Un concept de vitalité qu'il utilise d'ailleurs souvent dans ses études sur la diffusion et l'usage du français en Afrique. Salukoko Moufwene a également abordé la question de la spécificité des langues créoles dans l'ensemble des systèmes linguistiques humains, soutenant le point de vue selon lequel la distinction créole-non créole est de nature plutôt socio-historique et non pas liée à des prétendues propriétés structurales spéciales des langues créoles. Ces langues créoles sont, dans sa conception, il l'expliquera mieux que moi, le résultat des processus de contact linguistique et d'hybridation qui sont toujours à l'œuvre dans l'histoire de toutes les langues.
Le professeur Mufwene est le directeur fondateur de la série Cambridge Approaches to Language Contact et le fellow de la Linguistic Society of America, de l'American Philosophical Society et de l'American Academy of Arts and Sciences. Parmi ses nombreuses publications, je voudrais surtout citer en français Créole, écologie sociale, évolution linguistique en 2005 et Colonisation, globalisation, vitalité du français, coédité avec Cécile Vigoureux chez Odile Jacob en 2014. Je voudrais aussi encore signaler son livre important, The Ecology of Language Evolution, qui a été traduit en mandarin et qui est considéré en chinois comme la référence. Chers collègues, je suis très heureux que vous avez pu accepter cette invitation sur la chaire annulée de la francophonie et je vous cède la parole pour votre leçon inaugurale. Merci. Cher professeur Thomas Römer, administrateur du Collège de France, je suis flatté d'être ici et je suis ému par l'honneur que vous me faites et la distinction que vous m'accordez de pouvoir vous parler ce soir. Cher professeur Slim Kalbous, recteur de l'AUF, je vous remercie d'avoir soutenu ma nomination à la chaire Monde francophone pour cette année. Et je voudrais aussi remercier particulièrement le professeur Luigi Risi pour m'avoir découvert et m'avoir soumis mon dossier à vous, les professeurs du Collège de France, surtout pour avoir appuyé cette nomination, ce qui fait que je suis ici ce soir pour vous parler. Chers invités, chers amis et d'autres visiteurs intéressés par mes idées, je vous remercie sincèrement d'être venus m'écouter. Et je dois vous dire que ma mère, si elle était encore vivante, serait très contente de me voir parler ici. Je suis mouillancé et je le fais comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, il y a quelques jours, pourquoi j'ai comme partie de mon titre « Mouvement des populations ». C'est très important parce que je me rappelle un livre de Luigi Cavalli Sforza et son épouse aussi Cavalli Sforza, qui est intitulé « The Great Human Diaspora » et qui dit que la population Homo sapiens est une population de migrants. Nous sommes sortis de l'Afrique, nous nous sommes dispersés partout, et certains d'entre nous sont revenus à l'Afrique, et certains d'entre nous reviennent de l'Afrique vers le nord globalisé. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de l'Homo sapiens, si on suit ça de près, on voit qu'il y a plusieurs couches de colonisation mutuelle. Colonisation, d'abord dans le sens de la génétique de population, où on se relocalise à un autre territoire, mais colonisation aussi dans le sens politique, que nous nous rappelons le plus souvent maintenant, où une population se relocalise à un territoire où il y a déjà une autre population qui l'a précédée. Et il faut négocier les conditions de la cohabitation. Et le plus souvent, on a remarqué qu'il y a des populations qui finissent par subjuguer la population précédente. Et beaucoup de choses se déroulent à côté de ça. Donc, mouvement des populations, compris dans le sens de migration, ça explique presque tout ce dont je veux parler. Il faut seulement ajouter une autre notion, structure de population, que je n'ai pas voulu inclure dans le titre. Alors, j'ai choisi par convenance comme point de départ l'avant-dernière vague de l'expansion indo-européenne, facilitée surtout par l'invention de la caravelle.
qui a permis aux Européens occidentaux de traverser l'Atlantique. C'était un défi et ils ont réussi. Et désormais, d'abord c'était les Portugais et puis les Espagnols. Et les puissances mondiales que nous connaissons aujourd'hui, la France, la Grande-Bretagne, en ce moment-là c'était l'Angleterre et la Hollande, ont rejoint l'aventure coloniale un siècle et demi plus tard. Et alors, si vous trouvez la carte un peu confondue, c'est exprès, parce que les Européens se sont souvent engagés dans des guerres entre eux pour gouverner le reste du monde, pour contrôler le reste du monde. Alors, en vert, vous voyez les territoires portugais, en bleu, il y a les territoires français, en rose, j'avais voulu avoir rouge, ce sont des territoires colonisés par les Anglais, et puis il y a la Russie tout à fait au-dessus, qui est allée en Sibérie. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est que j'ai voulu représenter sur cette carte. Vous voyez par exemple la Nouvelle-France et puis l'Afrique dite francophone. Je dis dite francophone parce qu'il y a un petit mensonge là-dedans. La majorité de la population dans ces territoires ne parle pas français. Et un autre mensonge, c'est qu'il y a effacement des langues indigènes qui sont parlées dans ces territoires. Et quand vous voyez quelque chose en bleu, ça signifie qu'il y a eu soit un créole, en rouge aussi en cercle, soit un créole, soit un pidgin. Et c'est de ça que je vais parler. Alors, l'une des conséquences de cette avant-dernière de l'expansion indo-européenne, c'est l'émergence de variétés langagères que nous appelons des créoles et des pidgins. J'ai parlé de l'avant-dernière vague de l'expansion indo-européenne parce qu'au XXe siècle, c'est là qu'on voit la dernière vague, quand les dits brésiliens, ça signifie des Européens qui se sont brésilianisés, envahissent, pénètrent la forêt équatoriale et que nous commençons à parler des espèces en danger. OK, on ne va pas s'attarder là-dessus. Alors, ce qui est intéressant ici sur cette carte, c'est qu'on nous a toujours dit, dans les idées reçues que nous lisons ici et là, que les créoles ont émergé à partir des pidgins. Et cette carte nous dit quelque chose d'autre. Là où il y a le rouge, ce sont des territoires où les créoles, des régions où les créoles se sont développés. Et en bleu, ce sont les régions où les pidgins ont émergé. Et il paraît y avoir une exception, c'est Hawaï, où on trouve les deux. Mais quand on va à Hawaï, on constate que le pidgin, lui, a émergé sur les plantations, contrairement aux autres territoires où le créole a émergé sur les plantations. Et souvent, on n'y trouve pas de traces de pidgin non plus. Il n'y en a pas eu, à vrai dire. Et à Hawaï, les créoles se sont développés en ville, alors qu'ailleurs au monde, les créoles se sont développés dans les plantations et en ville, c'était la variété ordinaire, disons, des nouveaux dialectes indigénisés des langues européennes concernées. Et il faudrait bien pouvoir expliquer tout ça. Et on trouve qu'ailleurs, il y a eu mélange des populations serviles ou mélange des populations engagées qui sont venues après l'émancipation, l'esclavage, et que les anciens esclaves ne voulaient pas plus travailler sur les plantations. Et les engagés, eux, ils ont appris, ce qui est intéressant aussi, ils ont appris le créole,
qui étaient amenés là-bas par les gens qui fuyaient les anciennes plantations pour s'implanter dans la ville. Et c'est une histoire très intéressante. Et les engagés, ils apprennent ça parce que ce sont les gens avec lesquels ils peuvent interagir. Ils n'ont pas appris le français ou l'anglais ou le portugais ou l'espagnol pour des raisons bien évidentes. On apprend la langue des gens avec lesquels on interagit le plus souvent. Et plus tard, je vais vous dire, ce qui est arrivé pour les créoles, c'est que les créoles, les populations serviles, n'étaient pas en contact régulier avec les propriétaires des plantations. Ils étaient là avec des engagés européens. Certains de ces engagés ne parlaient pas la langue des propriétaires des plantations. Ils étaient des étrangers eux-mêmes. Ils ont appris la langue coloniale à côté des populations serviles. Et donc, quand on s'attarde à blâmer seulement les populations serviles pour l'émancipation des créoles, on est trop gentil à l'endroit des engagés européens qui ne faisaient pas mieux. Ça me rappelle moi-même en train de prendre l'anglais au Congo, et mes professeurs étaient des Belges. Et c'est quand j'arrive aux États-Unis comme étudiant, je remarque que j'avais appris un anglais assez drôle. Et alors, mais les gens sont très curieux, et au XIXe siècle, les colons plus cultivés qui sont allés aux colonies, ils ont découvert les créoles et ils étaient très curieux pourquoi leur langue avait été restructurée au point où ils avaient de la peine à les comprendre. Et la grande faute, c'est qu'ils ont fait la comparaison avec les variétés standards de leur pays, au lieu de faire la comparaison avec les variétés populaires qui étaient parlées par les colons, surtout par les engagés, les gens avec lesquels la grande majorité des populations serviles interagissaient le plus régulièrement. Et ça, c'est très intéressant. Et ils ont alors inventé des explications. Tous nous nous soumettons des hypothèses, et nos hypothèses, on peut aussi les appeler des inventions, mais ce sont des inventions plus respectées. Mais ici, c'était dans le contexte de ce qu'on appelle la mission civilisatrice, ou je devrais dire ce que les Français appellent la mission civilisatrice. Et en ce moment-là, ce n'était pas seulement les Français, parce que les Anglais, eux, ils parlaient de white man's burden, un fardeau, pour civiliser les populations qu'ils croyaient biologiquement moins évoluées, des populations qu'ils trouvaient mentalement inférieures, et pour certaines personnes comme Julien Vincent, des populations qui étaient incapables de reproduire les sons raffinés de la langue française. Quand vous vivez à Paris et que vous parlez avec des Africains, vous savez qu'il y a des Africains qui parlent français aussi bien que vous, et mieux que moi. Et alors, ce que vous remarquez, il y a Emmanuel Bertrand Bocandé, qui était administrateur, et seulement je n'ai pas vu sa photo, mais vous voyez la photo de Charles Baissac et la photo de Julien Vincent. Je n'ai pas trouvé de photo de Lucien Adam, dont j'ai la couverture de son livre. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Il y avait, par exemple, Hugo Schuckart, un Austrien de l'Autriche, et lui, selon lui, les créoles, en fait, nous invitent à revisiter comment nous avons expliqué l'évolution des langues romanes. Et il a dit, quand on comprend l'évolution des créoles, on pourra mieux comprendre l'évolution des langues romanes. Alors, il y a le portugais Adolfo Coelho, et qui dit les processus qui ont abouti
à l'émergence de langue créole, ce sont les mêmes processus que l'on peut observer dans l'acquisition de langue seconde. Et je dis tout ça parce que ce sont des gens qui m'ont inspiré à réfléchir et à développer ma propre interprétation que je vais présenter plus tard. Alors, au XXe siècle, ces gens sont suivis de Suzanne Sylvain, qui a écrit le livre Syntaxe du créole haïtien. Et c'est un livre pionnier que tout le monde qui étudie l'émergence des créoles devrait lire, parce qu'elle s'est engagée à la comparaison des caractéristiques des parlers populaires français avec les caractéristiques de certaines langues africaines, notamment le ewe, et puis les structures créoles. Et la logique normale aurait dû être, en conclusion, les créoles sont des langues hybrides qui sont nées par le processus de compétition et sélection entre les traits de langue en contact et qui ont été réintégrés d'une autre façon. Et il y a son maître de thèse qui lui aurait dit « Ah mais non, tout le monde parle de l'influence des langues africaines, tu devrais dire quelque chose là-dessus. » Et la dernière phrase du livre, « Le créole haïtien, c'est le ouais à la moule du français. » Alors pourquoi? Et la plupart des gens qui citent Suzanne Sylvain n'ont jamais lu le livre. Ils se rappellent cette formule. Ils disent, selon Suzanne Sylvain, on utilise la grammaire du ewe pour parler le français. Et ce qu'on n'a pas noté, par exemple, c'est qu'en fait, les créoles ont bien maintenu la prononciation des mots français au XVIIe et XVIIIe siècle, comme doigt, doué, okay? Et qu'en fait, c'est rare que les gens apprennent tellement la grammaire sans faire les mots et la prononciation des mots sans faire attention aux particularités grammaticales de ces langues. Après elle est venue Brigitte Schliebenlange, et c'est elle qui est arrivée à la conclusion que les langues romanes devraient être des créoles. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a remarqué, comme Hugo Schuchart, que si on comprend les processus qui ont abouti à l'émergence des créoles, on pourra mieux expliquer l'émergence des langues romanes. Parce que l'émergence des langues romanes est elle aussi basée sur les mouvements de population et sur le contact des langues. Et je reviendrai là-dessus. Alors est venu Meuvenaline, celui qui m'a donné mon job quand j'ai eu mon doctorat. Mon premier travail, c'était en Jamaïque. Et puis, il venait de publier aussi un livre qui est intitulé « Comparative Afro-American ». Et il souligne là-dedans qu'il y a pas mal d'influences africaines. Seulement, il n'est pas allé aussi loin que de pouvoir expliquer comment certains traits des langues africaines ont été intégrés dans les langues créoles, en même temps que les traits des langues que nous appelons langues lexificatrices, c'est-à-dire le français et tout ça, et sous quelles conditions il n'est pas allé aussi loin. Et cela m'a vraiment intéressé. Et depuis de nombreuses années, je travaille sur cette question, comment pouvoir expliquer ce mélange. Et entre-temps, je m'étais inspiré de l'évolution biologique, évolution par sélection naturelle, compétition et sélection. Et nous avons sur les biologistes l'avantage de savoir les facteurs qui pourraient donner préférence à certains traits par rapport à certains autres. Et si
on voit ça du point de vue des virus. On veut vérifier qui interagit avec qui le plus régulièrement et dans quelle mesure la personne qui adopte certains traits les modifie aussi en même temps. Et on retrouve des choses qui ne sont pas tout à fait comme dans la langue originale. Il y a toujours une restructuration continuelle. Et puis Robert Chaudenson qui nous dit, en fait, les processus que l'on voit dans les langues que l'on peut détecter dans l'évolution des langues créoles, si on y fait attention, ce sont les mêmes processus qui étaient déjà appliqués dans l'émergence des variétés populaires des langues européennes. Car la grammaire des variétés populaires n'est pas tellement comme la grammaire des langues des variétés standards. Okay. Et j'ai saisi ça très fidèlement. Et alors, il y a d'autres gens qui viennent plus tard, tels que Rebecca Posner et Robert Trask. On voit souvent son nom comme R.L. Trask. Et ils ont dit, en fait, on devrait commencer à penser des créoles comme de nouvelles variétés langagères indo-européennes. Et ça nous invite à réfléchir pourquoi les gens avaient désavoué les créoles comme appartenant à la même famille généalogique que les langues dont ils ont émergé. Parce qu'on a fait trop attention à la race. Et les études créoles ont évolué effectivement dans un contexte culturel très raciste. Je vous rappelais qu'on pensait des Noirs et des Asiatiques et des personnes du Pacifique comme des personnes moins évoluées que les Européens, comme des personnes mentalement inférieures. Et donc, on ne pouvait pas vraiment penser honnêtement que certaines de ces choses se passaient aussi dans les langues européennes elles-mêmes. Alors, on va visiter comment les contacts ont eu lieu entre les Européens et, dans ce cas, les Africains. On peut toujours extrapoler à l'Asie et au Pacifique plus tard. C'est que les Européens ont fondé des comptoirs pour les négoces. Mais c'était bien négocié, on devait bien leur faire des concessions pour qu'ils puissent bâtir ces comptoirs. L'Afrique avait des institutions politiques bien établies et bien organisées, et on ne pouvait pas juste entrer en Afrique comme terre sauvage, prendre un territoire et puis effectuer son commerce. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que les comptoirs représentent plus ou moins les débuts de villes. Je ne veux pas dire les débuts de villes cosmopolites en Afrique. Et il y a aussi un élément européen dans les fortifications parce que les villes européennes elles-mêmes les vieilles villes européennes étaient entourées de murs. Il y avait des portes d'entrée et de sortie. Et on les a bâties plus ou moins sur le même modèle. Et à l'intérieur, d'abord, ce que je vous ai montré là-bas, on peut les trouver partout en contournant l'Afrique. Ici, ce sont des comptoirs que les Portugais avaient déjà bâtis autour de l'Afrique. Et ici, il y a des territoires des comptoirs que les Portugais ont bâtis autour de l'Asie. Et dans tout ça, les Européens, qui n'étaient pas les grands marchands eux-mêmes, parce qu'en fait, ce n'était pas le commerce où quiconque avait une pirogue pouvait traverser la Méditerranée et contourner l'Afrique. On sait bien que ça n'aurait pas réussi. Et je vous ai dit plus tôt qu'il fallait attendre l'invention de la caravelle pour ce genre de choses. Et il y avait des compagnies qu'on reconnaît aujourd'hui dans l'histoire comme Compagnie des Indes, Compagnie d'Afrique,
okay, British East India Company, Dutch East India Company et la compagnie française d'Afrique ou la compagnie des Indes. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui est arrivé? Pour plusieurs raisons, ces Européens ne pouvaient pas aller à l'intérieur de l'Afrique. Une des raisons, d'abord, c'était une raison médicale. Les Européens mouraient facilement de malaria et c'était dangereux d'aller à l'intérieur. Deuxièmement, il fallait connaître des langues africaines et il y en avait plusieurs pour aller faire le commerce avec les gens à l'intérieur. Et ce qui s'est passé, il y a des femmes qui faisaient déjà du commerce sur la côte de l'Afrique de l'Ouest. Et ces femmes ont fait des unions avec les Européens, pas seulement pour des raisons commerciales, je pense qu'il y avait des cas d'amour. Et ils ont eu des enfants, et les enfants sont nés bilingues, et les enfants joueront un rôle crucial dans le commerce entre les indigènes et les Européens. Il y a aussi un autre facteur. On doit tenir compte des conditions dans lesquelles on pouvait naviguer. En ce moment-là, on allait dans une direction seulement pendant la moitié de l'année et on attendait les changements de vent pour naviguer dans la direction inverse. Et qu'est-ce qu'on faisait pendant ce temps? Et les étrangers, ils n'avaient pas droit à produire la nourriture sur place, ils devaient dépendre sur les indigènes et surtout les seigneurs et leurs esclaves qui travaillaient pour elles, et dont les choses deviennent de plus en plus complexes. Et les gens qui étaient à la côte, ces Européens, ils prenaient du temps à apprendre certaines langues indigènes, parce que c'est sage, on veut bien comprendre les gens qui vous entourent. C'est dangereux de ne pas vouloir prendre la langue de la population haute. Et il y a des communautés culturellement mélangées, hybrides, où s'est développée une culture côtière particulière. Alors, on voit des traces de ces communautés maintenant en Asie. On entre quelque part dans la ville et on voit Portuguese Square, le quartier portugais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en Asie, il y a des populations qu'on appelle aujourd'hui Eurasian, ça signifie euro-asiatique. Certains d'eux, ce sont des métis, mais pour d'autres, il s'agit seulement d'une hybridation culturelle. Et cette population, depuis le départ des Portugais, ils ont réclamé une identité portugaise et certains voyagent avec un passeport portugais. Et j'ai trouvé quelque part aussi que la même chose s'était passée dans la colonie française de Pondichéry, en Inde, où on trouve une population semblable. Et ça, c'était des gens qui ont joué le rôle le plus important dans la traite. Parce que les chefs africains, eux aussi, ils avaient leur protocole. Pas n'importe quelle personne pouvait aller rencontrer un chef africain. Il fallait des intermédiaires. Et ce sont ces individus qui avaient des rapports particuliers avec les Européens, qui devenaient des intermédiaires. Et ce qu'on trouve aussi, c'est que ces gens, ils sont devenus une nouvelle ethnie, euro-asiatique, et qui célèbre cette culture d'une façon qui les distingue des autres asiatiques. Ce sont des gens qui ont joué un rôle important aussi dans le commerce en Asie. Et quand on lit par exemple la littérature de British East India Company, les gens pensaient que le British East India Company aurait joué un rôle critique à diffuser l'anglais. En fait, le British East India Company fonctionnait plus ou moins comme Hollywood aujourd'hui. On soupçonne Hollywood de diffuser l'anglais, mais Hollywood est là pour l'argent et Hollywood retient ses films pendant un certain temps pour qu'ils soient traduits en d'autres langues avant de les
qu'on les montre. Et donc, British East India Company a encouragé les gens, leurs agents, à apprendre les langues locales pour le commerce. Et British East India Company a en fait encouragé la fondation des écoles de langue en Angleterre, des langues orientales. Et ça, c'est très important, ça fait partie de toute cette histoire. Alors, maintenant, il faut voir l'aspect commercial des marchandises qui étaient en échange. On se demande quel individu pouvait vendre un être humain à un autre individu, et surtout en grande quantité. Quel individu pouvait vendre autant d'ivoire à quelqu'un d'autre, et quel individu pouvait vendre de l'or en grande quantité à quelqu'un d'autre. Alors, il apparaît que le commerce, en fait, il avait lieu non entre individus per se, il y avait des compagnies européennes qui étaient en partenariat d'échange de commerce avec les chefs africains ou les rois africains, et ça, c'était fait par intermédiaire. Et donc, si on tient compte de la valeur des marchés des marchandises, j'ai dit marchandises pour tout parce que les êtres humains étaient aussi traités comme des marchandises, il n'y a qu'un idiot qui pourrait s'engager dans ce genre de commerce dans une langue cassée qu'on appelle broken language ou broken English, c'est-à-dire un anglais qui ne fonctionne pas bien, un anglais qui ne vous permet pas de bien déterminer les valeurs des choses, un anglais qui ne vous permet pas de faire des négociations. Et c'est pour ça que l'on dépendait surtout des interprètes qui pouvaient préciser les choses. C'est plus ou moins comme Microsoft qui vend des ordinateurs en Europe. Et Bill Gates, on ne s'attend pas à ce qu'il parle français ou on ne s'attend pas à ce qu'il parle allemand. Il y a des brokers qui font ce travail et c'est sur eux que l'on dépend. Et ça, c'est très important pour comprendre ça. Et donc, voilà les institutions africaines. Et ce que je veux souligner, c'est que c'était des institutions politiques bien organisées et que les interprètes ou intermédiaires ou les brokers, en anglais, on parle aussi de go-betweens, les gens qui vont entre deux mondes, et qui ont facilité ces échanges. Et donc, on devrait commencer à remettre en question les idées reçues sur l'émergence de parler pidgin et de parler créole. Et il paraît de moins en moins probable que les pidgins auraient commencé avant les créoles, ou même que les pidgins auraient commencé comme des langues cassées. C'est plutôt le contraire. Les pidgins auraient émergé des approximations plus fidèles des langues cibles, des langues européennes, et plus il y a des gens qui pensaient qu'ils pouvaient jouer le rôle d'intermédiaire, plus la langue se divergeait du modèle original. C'est tout à fait parallèle au modèle que Robert Chaudenson avait proposé sur l'émergence des créoles, parce que pour des raisons financières, les gens ne pouvaient pas commencer avec les grandes plantations. La plupart des gens étaient trop pauvres pour commencer avec des grandes plantations. Et c'était le temps où le système capitaliste se mettait déjà en œuvre. Il faut aller demander un prêt à la banque, mais il faut avoir un collatéral aussi si on va chercher un prêt à la banque et tout ça. Et ce qui s'est passé, on a commencé avec des petites habitations, ce sont des fermes. Et dans les fermes, les Africains étaient minoritaires. Il n'y avait pas encore de ségrégation résidentielle. Ils ont bien appris le français, c'est-à-dire parler français comme langue seconde, comme je l'ai fait maintenant devant vous. Mais quand les plantations se sont agrandies
et que les populations européennes sont devenues minoritaires. Alors, on a établi le système de ségrégation résidentielle. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est ce qui se passe maintenant en Afrique depuis que les colonisateurs ont quitté l'Afrique. Les Africains communiquent entre eux en langue européenne et la langue européenne se modifie. Et plus tard, je vais vous dire, réfléchissez sur le latin. Qu'est-ce qui est arrivé après la chute de l'Empire romain occidental? Je reviendrai là-dessus. Et voilà, nous sommes là à Rome. L'Empire romain, ce qu'on constate d'abord, c'est le rôle important de la mer Méditerranée comme l'autoroute importante du commerce, commencée par les Phéniciens, et puis après c'est les Grecs, et les gens suivent plus ou moins les mêmes routes, mais les rendent plus répandues, et puis viennent les Romains. Alors, ce qui est intéressant au sujet des Romains, j'ai parlé à un spécialiste, il dit à l'apogée de l'Empire romain, la population de Rome était d'1 million d'habitants. Si les fonctionnaires de l'Empire romain devaient être des Romains eux-mêmes, Rome serait restée vide en ce moment-là. Et les Romains ont fait autre chose. Il faut interpréter l'Empire comme une forme de colonisation. Et qu'est-ce que les Romains ont fait? Ils ont établi des partenariats avec les chefs ou les rois locaux, indigènes. Ils les ont romanisés pour travailler au service de Rome. Ils leur ont appris le latin. Ils ont permis à leurs enfants d'aller à Rome et apprendre le latin là-bas. Et ce sont eux qui deviendront des dirigeants plus tard. Mais il y a aussi une autre forme de latin qui est introduite par les missionnaires, le latin ecclésiastique. Et pour le latin qu'on a introduit, que les Romains ont introduit eux-mêmes, il faut distinguer le latin parlé par les légionnaires, qui étaient des mercenaires, et qui parlent le latin comme langue seconde. Il faut aussi compter les érudits, qui étaient cultivés par les missionnaires et qui ont appris le latin classique, mais plus tard, je voudrais bien l'appeler latin scolaire, c'est-à-dire qu'il diverge déjà du latin qui est parlé à Rome. Et comme nous dit Edgar Polomé, l'empereur Cicéron se plaignait déjà au 1er siècle qu'il ne comprenait pas bien le latin qui était parlé dans les provinces. Ça vous dit grand-chose. C'est comme un Français qui va en Afrique et qui dit « Mais je ne comprends pas très bien la façon dont ces Africains parlent le français. » Ça nous dit déjà quelque chose que le latin était en train de diverger dans les colonies, de la même façon que l'on peut observer dans le cas des créoles, de la même façon qu'on peut l'observer dans le cas des pidgins. Et quand on tient tout ça en compte, on voit qu'il n'y a plus de ressemblance entre l'évolution des langues romanes et l'évolution des langues créoles. Et vous devez vous rappeler que ce qui est devenu le français, ce n'était pas le latin classique, c'était le latin vulgaire. Est-ce que c'était une variété unifiée, le latin vulgaire? On trouve beaucoup de variétés néolatines qui sont diverses et différentes les unes des autres en France. On trouve beaucoup de variétés néolatines en Espagne qui sont différentes les unes des autres. Et pourquoi est-ce qu'on a tellement insisté sur les créoles ou les pidgins comme étant des déviations non naturelles des langues européennes? Et je reviendrai là sur la question de la naturalité plus tard. Mais ce que je voudrais aussi souligner, c'est que quand on regarde l'histoire des provinces de l'Empire romain occidental après sa chute,
on remarque aussi que le latin n'était pas introduit de façon continue. Et là, je veux être plus spécifique. C'est surtout le latin classique ou le latin scolaire qui n'était pas transmis de façon continue. Parce que les variétés néolatines qui étaient adoptées par le peuple, elles étaient là comme les nouvelles langues qui continuaient, mais seulement cette fois-ci déconnectées du modèle qui venait du centre de l'Empire, c'est-à-dire de Rome. Et on voit dans le cas de l'Ibérie que d'abord sont venus les Visigoths, et pendant 2 siècles, ils ont gouverné l'Ibérie. Et en fait, c'était une forme de recul intellectuel en Ibérie. Les choses ont tellement dégradé que c'était très facile pour les Arabes et les Maures de venir coloniser l'Ibérie pendant 7 siècles. Et pendant ce temps, c'est l'arabe qui est devenu la langue de prestige, c'est l'arabe qui est devenu la langue d'érudition. Et il n'y avait pas question de latin, c'est-à-dire on utilisait le latin, mais pas seulement, le latin n'avait plus la même importance qu'il avait eu pendant l'Empire romain ou pendant la colonisation romaine. C'est très intéressant. Et après que les Arabes aient été expulsés de l'Ibérie grâce à la Reconquista et l'Inquisition, le latin est revenu, c'est-à-dire que le latin classique au moins devait être réintroduit. Oui. Et la même chose aurait eu lieu dans l'histoire du français, où ne devrais-je pas parler de français en France. Okay. Parce que les gens, au niveau populaire, ils continuent à parler leur variété néolatine, mais seulement au niveau de l'école, les gens se sont rendus compte que ce n'était plus le latin classique qu'on avait connu avant. Il fallait faire venir des étrangers pour introduire ça. Mais autre chose que nous remarquons aussi, c'est qu'à la chute de l'Empire romain, après la chute de l'Empire romain, les populations germaniques sont venues coloniser à leur tour la Gaule, l'Angleterre. Mais dans le cas de la Gaule, c'était les populations qu'on appelle des Francs qui sont venues. Et cette fois-ci, au lieu d'imposer leur langue, le francique, ils ont adopté le latin comme langue d'administration. Et je parie que de la même façon que les Normands en Angleterre ont d'abord fonctionné en français, et puis 3 siècles plus tard, ils abandonnent le français pour l'anglais. Les Francs ont fait la même chose en adoptant dans leur vie non officielle. Et il y avait des Normands qui ne faisaient rien dans l'administration du tout et qui ont appris le latin vulgaire ou les variétés néolatines qui émergeaient. Et en ce moment-là, on commence à parler des influences substratiques et adstratiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer l'émergence du français en particulier ou des français en particulier sans tenir compte des populations celtiques qui changeaient de langue, comme ce qui se passe en Afrique pour les Français et pour les Africains qui veulent fonctionner en français. Il y a une influence des langues africaines qu'on ne peut pas éviter, surtout que tous les Africains ne peuvent pas interagir régulièrement avec les locuteurs du français, les locuteurs d'héritage. Et entre des xénophones qui parlent des langues étrangères, les influences substratiques se renforcent. Mais dans ce cas-ci, on peut parler aussi de l'influence adstratique qui vient du francique et qui a dû influencer les structures du français. Le latin n'avait pas de voyelles arrondies, l'allemand a des voyelles arrondies,
Le français aurait-il emprunté l'arrondissement de l'allemand ou de langues celtiques qui pouvaient peut-être avoir des voyelles arrondies, je ne sais pas. Le latin n'avait pas d'articles, l'allemand a des articles. Mais quand on ne copie pas les choses de façon intégrale, on les change. L'allemand a 3 genres, le français a 2 genres. Ça, c'est autre chose. Il faut faire attention à beaucoup de détails. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Je vais vous donner seulement ce qu'on appelle en anglais le big picture. Pour réfléchir, on peut s'engager dans les détails plus tard. Et donc, on ne peut pas nier le rôle du contact des langues dans un contexte où les non-romans sont une majorité écrasante, et surtout après la chute de l'Empire occidental, où le contact avec les locuteurs d'héritage du latin n'était plus là. Okay. Et l'isolement géographique de la Gaule par rapport à Rome est comparable à la ségrégation résidentielle qui s'était établie dans les plantations des Antilles et dans beaucoup de colonies, ce qui signifie que la plupart des populations serviles apprenaient la langue européenne des populations serviles qui étaient déjà assaisonnées ou des populations serviles créoles et déjà modifiées. Et Robert Chaudenson avait proposé une formule que je trouve vraiment agréable: approximation des approximations des approximations. J'apprends votre langue, je deviens le modèle du français dans un pays en dehors de la France, et quelqu'un qui l'apprend de moi, il le modifie et quelqu'un l'apprendra de lui, et le français devient de plus en plus différent. C'est la même chose pour l'anglais, tout ça. Et ce que je veux dire, c'est que pour toutes les langues, c'est une histoire semblable. OK. Compte tenu des français populaires, que je trouve de vraies variétés néolatines, peut-on dire que le français standard a évolué d'une façon entièrement naturelle? Et ma réponse est négative. La réintroduction du latin classique, dont j'ai parlé plus tard, ou doit-on parler du latin scolaire, la régulation institutionnelle du français, notamment l'Académie française, je ne sais pas combien de vous faites attention à l'Académie française, la concentration des grandes maisons d'édition à Paris, qui impose un modèle du français dans lequel on devrait écrire. Et je me rappelle assister à des conférences où l'intellectuel français pose une question qui devrait prendre seulement 1 minute, mais il finit par parler 10 minutes pour nous prouver qu'il a bien maîtrisé cette variété du français. Excusez-moi. Et la centralisation des institutions gouvernementales. Ce sont des choses qui ont favorisé d'abord le français d'Île-de-France, mais pas seulement le français d'Île-de-France, mais le français, une variété du français qui a été sélectionnée par des gens qui pensent qu'ils ont l'autorité sur la langue française et qui devraient être le modèle, etc. Alors, pour conclure, les langues romanes ont-elles une évolution plus naturelle que les parlers créoles romans? Leur variété standard reflète des interventions qui ont interféré avec l'évolution naturelle évidente des parlers populaires. Donc, il y a un parler populaire qui est élevé à Oran. Il y a eu la Révolution française, mais il me semble aussi que les rois ont laissé des traces. On a choisi leur variété apparemment, ou des variétés d'autres personnes plus importantes. Mais pour les créoles, n'étant pas encore standardisés, les parlers créoles reflètent aussi cette évolution naturelle comme dans les parlers non standards. Contrairement aux idées reçues, l'évolution des parlers créoles à partir des variétés populaires apparaît plus naturelle. On ne peut pas non plus nier que les variétés standards
des langues romanes ont en partie une évolution naturelle, même si certains locuteurs ou certaines locutrices s'érigent en gardiens ou gardiennes de l'uniformité et de la pureté de leur langue comme patrimoine. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai omis de citer plus tôt, parce qu'au XIXe siècle, on se méfiait des espèces hybrides. On pensait que les espèces hybrides étaient moins bonnes et pas capables de vraiment refléter le comportement normal des animaux auxquels on était intéressé. Et pour les langues, c'était la même chose. Mais les gens n'ont pas compris que les langues qu'ils considéraient comme des langues pures étaient en effet des langues issues du métissage des langues. On retrouve dans les variétés standardisées une combinaison de sélection naturelle et de sélection artificielle, la conséquence des interventions des institutions régulatrices dans l'école. Et l'école nous influence beaucoup. On va à l'école, les maîtres et les maîtresses nous disent comment il faut écrire, comment il faut parler et tout ça. Et petit à petit, on suit ce modèle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des variétés populaires qui ne meurent pas. Okay. Et notez que les pressions et les processus de sélection qui ont favorisé les variétés dites normées par rapport aux variétés populaires sont les mêmes que celles qui ont avantagé le français moderne par rapport à d'autres variétés néolatines comme l'occitan et le provençal. Et à ce niveau s'applique le principe de une langue est un dialecte qui dispose d'une armée et d'une marine. Ça signifie que la langue qui s'impose, c'est la langue qui a le pouvoir politique et qui a le pouvoir économique. Ou dans certains cas, c'est vraiment l'économie qui gère les choses et qui dit aux politiciens ce qu'il fallait dire. Les gens qui pratiquent l'économie dominante. Les créoles nous invitent à revoir l'histoire de toutes nos langues comme le résultat des mouvements des populations et du contact des langues. Et je vous remercie.